Bonjour à tous et bienvenue au 4e webinaire organisé par CompoExpert. Avant de débuter, je voudrais m'assurer que vous m'entendiez bien. Est-ce que quelqu'un peut confirmer par chat? Super, merci. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième webinaire organisé par CompoExpert. Je suis Stéphane Grolot, chef de marché dans cette entreprise, c'est-à-dire que je suis responsable marketing et technique pour notre activité gazon entretenue par des professionnels. Et donc ce quatrième webinaire qui succède au précédent qu'on a organisé le mois dernier sur l'analyse de sol a pour thématique la limitation du pâturage annuel en vue d'améliorer l'empreinte environnementale des gazons. Alors ce webinaire devrait durer environ une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près pour la présentation, et puis je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez le chat qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser quelques questions auxquelles j'essaierai de répondre le plus précisément possible. Alors tout d'abord, donc quand on parle d'amélioration environnementale des gazons, nous avons identifié 4 leviers d'action qui nous paraissent intéressants. Le premier, c'est la meilleure gestion de la croissance annuelle des gazons, dans le but d'optimiser et de réduire, si possible, la consommation de carburant, mais également pour ceux qui sont concernés, les coûts de mise en déchetterie pour les déchets générés lors de la tonte. Le deuxième levier d'action est la culture d'une flore adaptée à la pratique sportive en bannissant le pâturage annuel. On reviendra pendant ce webinaire, on expliquera pourquoi. Le troisième point, c'est une gestion de l'irrigation appropriée, puisque le gazon est un être vivant, donc il est consommateur d'eau. Et puis enfin, le levier fertilisation, notamment fertilisation raisonnée, en bénéficiant à la fois de l'intérêt des engrais à libération lente, mais aussi des nouvelles méthodes de fertilisation autour des biostimulants. Alors tout d'abord, donc quand on parle empreinte environnementale des gazons, j'aimerais vous donner quelques chiffres qui sont assez révélateurs de l'entretien de la culture du gazon. Tout d'abord, donc quand on parle d'empreinte environnementale, il faut à la fois s'intéresser aux aspects négatifs, limitants de notre gazon, mais aussi aux aspects positifs. Et c'est la balance qui va être effectivement extrêmement intéressante. Tout d'abord, en ce qui concerne les éléments négatifs, si on peut se permettre de dire cela, le gazon est à l'origine de la consommation d'environ 700 litres de carburant par hectare et par an lié à la tonte. Entre 2 à 5000 m3 d'eau consommée pour l'irrigation, selon la région dans laquelle on se trouve, le type de gazon et puis le climat de l'année. Il va être également à l'origine de la production donc déchets de tonte qui peuvent représenter jusqu'à 120 m3 par an. Et puis ce gazon, bien évidemment, il peut être sensible à certaines maladies, certains pathogènes qui peuvent nécessiter l'emploi de produits phytopharmaceutiques et notamment de produits fongicides. Tous ces points négatifs, ce sont des points qu'il faut essayer de réduire. Et c'est dans cette optique qu'on a obtenu l'homologation d'une nouvelle solution qui s'appelle Atraxor et que je vous présenterai en fin de webinaire. Ce qui est aussi intéressant, excusez-moi, c'est de s'intéresser aux points positifs du gazon en ce qui concerne l'environnement, et ils sont nombreux. D'une part, le gazon va absorber du dioxyde de carbone par la photosynthèse. Et nous, on a pu quantifier la quantité absorbée jusqu'à 10 tonnes donc de CO2 par hectare et par an, à partir du moment où on a un gazon qui est bien entretenu. De même, ce gazon va abaisser la température dans les sols, donc peut avoir un effet climatiseur dans nos villes, ce qui est extrêmement important. Je vous renvoie au climat qu'on a pu connaître à l'été 2019. Donc puisqu'on a évalué à 10 degrés la baisse de la température d'une surface engazonnée par rapport à une surface asphaltée. De plus, ce gazon, grâce à son système racinaire extrêmement développé, joue un véritable filtre naturel par rapport à tout ce qui peut pénétrer dans le sol.
À titre d'exemple, encore, on a donc mené, vous savez, chez Compo Expert, on réalise beaucoup d'essais de recherche et développement, et on a pu quantifier la quantité de nitrates qu'on récupérait dans les eaux de percolation une fois qu'elles ont traversé le système racinaire du gazon, et la quantité de nitrate était 10 fois inférieure à la quantité de l'eau qui avait servi à arroser le gazon, donc en amont. Donc on a divisé par 10 la quantité d'azote nitrique grâce à ce rôle de filtre naturel et grâce à un entretien adapté. Enfin, notre hectare de gazon, il est également producteur d'oxygène, toujours par la photosynthèse, et où on estime, ce sont des données de la Société française des gazons, on estime que la quantité d'oxygène relarguée par un hectare de gazon peut subvenir aux besoins de 150 personnes. Tous ces points positifs, on va essayer de les optimiser, de les améliorer, de les augmenter grâce à un entretien adapté et une fertilisation raisonnée. Alors, si on s'intéresse donc d'un petit peu plus près à notre pâture annuelle pour rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, de quoi s'agit-il? Alors le pâture annuel, c'est une graminée, c'est-à-dire que c'est une monocotylédone herbacée, famille des poacées, donc apport érigé, ce qui veut dire dressé. Elle appartient au top 5 des plantes les plus rencontrées à travers le monde, donc c'est une plante extrêmement commune, qui serait issue à l'origine du croisement de deux espèces, Poa supina et Poa infirma. Mais aujourd'hui, il existe de multiples espèces. C'est pour ça qu'on ne parlera pas d'un pâture annuel, mais de multiples espèces de pâture annuel, de sous-espèces de pâture annuelle, puisqu'on les estime à au moins 100 en France. Cela peut bien évidemment être plus que cela. Alors, ce pâture annuel, on peut tout de même identifier deux grands écotypes. Le premier écotype, qu'on appelle Poa annua annua, donc pâture annuel sous espèce annuelle. Il s'agit d'un pâturin, du véritable pâture annuel au sens strict du terme. Il produit un très grand nombre de graines au printemps, qui sont dormantes, qui ne germeront qu'à l'automne suivant, septembre, octobre, pour donner une jeune plantule qui fleurira, donc jeune plantule à l'automne, qui fleurira au printemps suivant, et une fois qu'elle aura fait sa floraison, elle dépérit et disparaît. Donc production d'un très grand nombre de graines, et c'est l'écotype qu'on rencontre le plus souvent sur des gazons tondus un petit peu plus haut, donc des terrains de sport, des hippodromes pourquoi pas, des gazonnières, etc. Et puis on a un deuxième écotype qui s'appelle Poa annua reptans, qui lui a plutôt un comportement tendant vers une plante vivace. Elle produit, elle, relativement peu de graines en comparaison au premier. Par contre, avec la capacité de germer immédiatement. Cette sous-espèce, on la rencontre plutôt dans les gazons qui sont tondus courts, voire très courts, type les greens de golf. Par contre, comme je vous le disais, il existe de nombreux croisements entre ces écotypes, ce qui explique pourquoi on a de si nombreuses sous-espèces en France, avec, donc ce sont des hybrides issus du croisement de ces deux écotypes, avec des comportements qui peuvent être j'ai envie de dire un compromis entre les deux écotypes connus. Alors pourquoi faut-il considérer ce pâture annuel comme une herbe indésirable, voire même comme un ennemi? Eh bien pour j'ai envie de dire, de multiples raisons qu'on a essayé de lister maintenant. Bon, tout d'abord, on y reviendra un petit peu plus tard, cette graminée a un très fort pouvoir de multiplication, de colonisation. Elle a une couleur vert pâle, nuisant à l'aspect esthétique, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le principal problème, mais par contre qui va jaunir au moindre stress. Enracinement superficiel, généralement dans les 5 premiers centimètres et pas en dessous, ce qui lui confère une très faible résistance au piétinement et surtout à l'arrachement. Une intolérance à la chaleur, à la sécheresse, au froid et au gel. Donc dès lors que le gazon va rencontrer des conditions qui sont difficiles, par exemple une température supérieure à 26 degrés, le pâture annuel va dépérir, c'est le premier qui va se mettre à jaunir et qui
peut même aller jusqu'à disparaître. De plus, c'est un très gros consommateur en eau. On estime que l'évapotranspiration potentielle du pâturage annuel est, en période estivale, de 10 mm par jour. Or, du fait de son système racinaire superficiel, cette graminée n'a pas la possibilité de compenser cet ETP. C'est-à-dire que le pâturage annuel est incapable d'absorber 10 mm d'eau par jour. Donc même si vous avez une irrigation qui est satisfaisante, du fait de sa très forte ETP et sa faible capacité à absorber l'eau du sol, eh bien ce gazon, cette graminée va forcément jaunir et dépérir en période de canicule, ce qu'on a pu connaître dans bon nombre de terrains de sport pendant l'été 2019, malgré le fait que ces gazons pouvaient être correctement irrigués. Dans les autres inconvénients, et ce n'est pas des moindres, quand on parle d'amélioration de l'empreinte environnementale des gazons, ce pâturage annuel il est particulièrement sensible à de nombreuses maladies. Il est beaucoup nos espèces de graminées désirées, qu'on soit sur terrain de sport avec du raigré anglais par exemple, ou du pâturage des prés, qu'on soit sur green de golf avec nos différentes agrostis, ténuis ou stolonifères, puisque ce pâturage annuel il a une très forte prédisposition aux fusarioses, à l'anthracnose, au pythium, à la curvulariose, au dollar spot, mais aussi à la rhizoctoniose, etc. etc. Cette forte prédisposition, elle est liée au fait que, on y reviendra, mais il a une feuille de gazon qui est particulièrement molle et fine, donc facilement pénétrable par le pathogène. Et d'autre part parce que, je ne sais pas si vous avez déjà observé cela le matin, mais le pâturage annuel, il a une très forte capacité à fixer la rosée du matin. Or, les pathogènes, pour pouvoir pénétrer dans les plantes, ont besoin d'une humidité de surface importante et que cette humidité dure. Donc le pâturage annuel est particulièrement malheureusement adapté à cela, puisqu'en fixant particulièrement bien la rosée, eh bien, les champignons rencontrent des conditions qui sont favorables pour pouvoir s'exprimer. Enfin, ce pâturage annuel, il s'accommode également de terrains compactés ou asphyxiés, donc des terrains où soit le sol n'est pas forcément adapté ou avec peu de travail mécanique, au détriment évidemment de nos graminées que l'on souhaite avoir sur nos surfaces engazonnées. Alors comme je le disais, hein, le pâturage annuel a une feuille molle, tendre, ce qui peut nuire également à la roule de la balle sur les greens, voire au rebond sur les terrains de sport. Il est capable de fleurir toute l'année, sauf quand il fait vraiment froid. Donc j'ai envie de dire, décembre, janvier, c'est des périodes où on peut voir un petit peu moins d'inflorescence, mais dès le mois de février, dans certaines régions, eh bien, on commence à voir les premiers épis de pâturage annuel apparaître. La graine n'a pas besoin de mise en dormance, elle est capable de germer immédiatement, pas besoin de photopériode. Et enfin, cette graine est capable de se conserver dans les sols pendant plus de 10 ans. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que souvent on nous fait la remarque, mais j'ai refait mon gazon ou j'ai scalpé mon gazon et je l'ai regarni et malgré ça, 3 semaines, 1 mois après la réfection, je vois déjà des premières taches de pâturage annuel apparaître. Eh bien, ce pâturage annuel, il ne vient pas forcément et même rarement du mélange de gazon que vous avez pu semer, mais il vient tout simplement des graines qui étaient déjà dans votre sol et qui d'un coup ont trouvé des conditions favorables pour pouvoir s'exprimer avec une dormance levée, puisque n'ayant plus de couvert végétal, eh bien cette graine voit la lumière, elle voit l'humidité, et du coup elle rencontre des conditions qui sont favorables à sa germination. Donc ça c'est vraiment un point qui est très très important, cette forte capacité à se conserver pendant plusieurs années et s'exprimer quand les conditions sont favorables. Alors Vincent nous fait une première remarque, je vois ça en même temps, hein, j'essaye de regarder les deux. Donc il nous dit j'ai constaté entre 4 et 6 épiaisons par an depuis plusieurs années. Alors c'est effectivement vrai, on en reparlera lors du cycle annuel du pâturage annuel, puisqu'on considère aujourd'hui qu'on peut avoir de 4 à 8 générations par an. Voilà, donc c'est tout à fait cohérent par rapport à ce que Vincent a pu observer sur ces terrains. Alors on y vient, voilà, bah c'est parfait.
Vincent nous a parfaitement introduit le sujet. Hein. Donc le cycle du pâture annuel, il dure 1 à 3 mois. Alors une autre petite remarque de Sylvain, floraison actuelle sur Avignon, je suis pas du tout surpris. Ben voilà, on est déjà début mars. Je pense même qu'elle a peut-être déjà commencé depuis une quinzaine de jours. Voilà, ça c'est à vous de nous le dire. Mais c'est une observation qui est assez intéressante parce qu'on n'est que début mars et le pâture annuel est déjà en fleurs, donc produit déjà des graines. Donc ce cycle du pâture annuel, il est, merci Sylvain pour la précision, 3 à 4 jours. Donc ce cycle du pâture annuel, il dure 1 à 3 mois. Alors vous imaginez bien, prenons l'exemple de Sylvain à Avignon. Donc le pâture annuel a commencé à fleurir, on est début mars, entre 1 à 3 mois de cycle. Il va probablement fleurir chez lui jusqu'au mois de novembre. Peut-être même début décembre, calculer le nombre de générations que ça fait. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, voire décembre, on est à 8-9 mois. Donc il faut clairement s'attendre à Avignon à avoir une génération de 6 à 7, voire 8 générations de pâture annuelle. La germination, elle est possible en 8 jours, dès que la graine tombe au sol, dès lors qu'on a des températures de sol qui sont à 12 degrés centigrades. Voilà, et encore une fois, ces semences donc, de l'année sont aptes à germer immédiatement, pas de photo aux périodes, ce qui explique pourquoi on a un tel pouvoir de multiplication autour du pâture annuel. Alors, voilà, hein, donc ce pâture annuel très forte, et c'est probablement aussi l'un de ses inconvénients majeurs, très forte proportion à produire des graines. Ces graines sont disséminées par le vent, par les joueurs, par le matériel d'entretien, capable de se coller sur les lames de tondeuse. Au départ, par petites plaques, je ne sais pas si vous voyez bien cette photo, hein, on voit des petites zones claires. Voilà, donc là, c'était une contamination donc, qui avait tendance à s'étendre et qui va pouvoir recouvrir, s'étendre et pourquoi pas recouvrir l'ensemble de la surface engazonnée. Hein. Donc voilà un épi, l'inflorescence, le panicule du pâture annuel. Alors, comme je le disais, hein, vous l'aurez compris, et ça c'est un point essentiel à comprendre si demain vous voulez vous inscrire dans une conversion de flore, c'est que ce pâture annuel, il a un très très fort capital grainier. À titre, donc je me suis amusé à faire un petit calcul, le pâture annuel, il faut savoir qu'il a une capacité à produire de 150 à 650 000 graines par mètre carré et par an. En comparaison, quand vous faites un regarnissage sur un terrain de sport, avec un mélange 3 raigrats anglais, admettons à 150 kg/ha, 15 grammes par mètre carré, cela équivaut à 10 000 graines par mètre carré, un regarnissage. Si vous êtes greenkeeper, intendant de parcours de golf, et que vous regarnissez avec de l'agrostis stolonifère à 3 grammes mètre carré, sur un regarnissage, vous allez rapporter 50 000 graines par mètre carré. Ce qui veut dire que, sur un seul et même regarnissage, vous allez apporter 4 à 65 fois moins de graines que ce que le pâture annuel va être capable de produire sur votre gazon. Donc vous comprendrez bien que quand on veut s'inscrire dans une logique de conversion de flore et réduire la propagation du pâture annuel, c'est un programme qui va s'articuler sur différents leviers qu'il va falloir avoir à disposition, et c'est un programme qui va forcément se faire sur plusieurs années, voilà, et pas sur une seule application. Alors, donc cette limitation du pâture annuel, vous l'aurez compris, elle s'inscrit dans une logique de gestion moderne de l'entretien des gazons, puisque en allant vers la conversion de flore, en allant vers des graminées désirées, on va baisser la sensibilité de notre gazon aux maladies, donc réduire l'emploi des produits phytopharmaceutiques. On va également réduire les coûts d'entretien, de carburant et de remise en état, parce que vous verrez tout à l'heure, on a aujourd'hui une nouvelle méthode qui s'appelle Atraxor, qui agit à la fois sur le pâture annuel, mais qui vient réguler la croissance du gazon. On va réduire la consommation en eau, puisque nos graminées désirées, on le verra tout à l'heure, ont des besoins en eau qui sont plus faibles que le pâture annuel. Et puis enfin, on va réduire les déchets de temps de produit. Alors, quel levier on a à disposition pour réduire la propagation de ce pâture annuel? Eh bien, on va essayer d'articuler, on va essayer d'actionner les différents leviers qu'on peut avoir à disposition. Et c'est la complémentarité de chacun qui va permettre de réduire la présence du pâture annuel et aller vers une conversion de flore. Les opérations mécaniques, l'irrigation,
les semis de regarnissage, une fertilisation adaptée et la réduction du capital des greniers lors des périodes de floraison. Alors tout d'abord, les opérations mécaniques. Il faut savoir, donc, comme je l'ai dit, que ce pâture annuel a un enracinement en surface. Conséquence de quoi, dès lors qu'on a des sols qui sont particulièrement riches en matière organique sur l'horizon supérieur, eh bien on va avoir des conditions qui vont être favorables à l'expression du pâture annuel. Voilà, il va se développer dans une zone qui est particulièrement riche. À titre d'exemple, je vous ai montré ce petit graphique. C'est une synthèse de 45 analyses de sol comp horizon 2 qu'on a pu effectuer. Donc vous savez, c'est des analyses de sol qui se répartissent où on distingue l'horizon de surface de l'horizon plus profond. Sur ces 45 analyses de sol, on a entre 70 à 80% des analyses qui ont révélé une teneur en matière organique dans l'horizon de surface supérieure à 3%. Donc des conditions particulièrement favorables à l'expression du pâture annuel. Vous voyez, la ligne rouge situe les 3% de matière organique et tout ce qui est au-dessus correspond à donc des analyses de sol dont la teneur en matière organique est supérieure à 3%. Donc le premier conseil qu'on peut vous apporter, c'est essayer de maintenir la matière organique dans une proportion qui est acceptable sur un sol sportif, green, départ, fairway, terrain de sport. Et cette valeur acceptable se situe entre 1 à 3% et pas au-delà. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, dans les analyses de sol que l'on fait, on se rend compte que 70 à 80% des analyses révèlent une teneur en matière organique trop importante sur l'horizon de surface. Alors, ce qu'on a également évoqué, c'est que les sols compactés favorisent particulièrement le pâture annuel, qui n'est pas du tout gêné, alors à contrario des graminées désirées. Donc, ce que l'on va effectuer, évidemment, l'un des conseils qu'on peut vous apporter, c'est d'effectuer autant d'aération possible en utilisant différents types de matériel, des broches pleines, des louchers creux, et en faisant varier vos profondeurs de travail. Voilà, pour éviter de former des strates, former ce genre de choses, par exemple, que l'on a sur la photo. Je ne sais pas si vous voyez ma petite main. On voit très très bien une zone très riche sur l'horizon de surface et puis une zone assez inerte sur l'horizon plus profond. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut éviter. Donc en faisant varier les matériels, en faisant varier la profondeur de travail du sol, on évitera ces formations de couches ou de strates. On va également, évidemment, vous inciter à faire du défeutrage, du vertiquetage de manière importante. Pas hésiter à y aller en profondeur dès lors que la période de l'année le permet, par exemple à l'intersaison. Donc faire un défeutrage très profond en croisée pour aller stresser ce pâture annuel en place et ouvrir des espaces libres pour que le semis de regarnissage qu'on va aller effectuer puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Dans le cas de très forte infestation ou sur substrat hybride, on pourra aller jusqu'à scalper le terrain. Donc on évacue totalement la surface engazonnée et puis on vient regarnir avec un mélange adapté. J'en profite pour à nouveau attirer votre attention sur le fait que, attention, lorsque je fais un scalpage, je vais mettre mon sol à nu. Si j'avais un gazon qui était recouvert à 70-80%, peut-être plus 90% de pâture annuelle, j'ai forcément un nombre de graines très important dans le sol, et ces graines vont alors s'exprimer puisque le sol est mis à nu. Donc très vite, il va falloir mettre en place également un programme adapté pour faire en sorte que les petites taches qui vont commencer à apparaître se limitent et ne se développent pas. Remarque de Vincent Maugelet qui s'inscrit typiquement dans la remarque précédente, le défeutrage, le vertiquetage. Une autre opération également qui peut être tout à fait complémentaire, c'est le passage de la RC Tri, qui va être intéressante également pour stresser le pâture annuel avec des passages réguliers. Le gros avantage de la RC Tri d'ailleurs, c'est que la vitesse d'avancement est rapide, donc ça va très vite à faire un terrain de sport. Peut-être Vincent, pourras-tu nous préciser combien de temps justement tu mets à passer la RC Tri sur un terrain? Ça peut intéresser peut-être du monde. Donc je continue avec donc 1 heure. Voilà, Vincent précise, c'est 1 heure de travail pour passer la RC Tri sur le terrain. Merci Vincent.
Donc la tonte devrait être également faite. Alors ça, c'est assez, j'ai envie de dire, peut-être banal ce que je vous dis, mais pour autant tellement important d'avoir une tonte ajustée et adaptée pour favoriser les graminées en place. Donc éviter de tondre, surtout éviter de tondre avec des lames qui ne sont pas affûtées, éviter d'effilocher le gazon parce que c'est toujours des conditions qui vont le stresser, éviter de rabattre brutalement. On voit encore cela malheureusement, des fois l'été on fait monter un petit peu la hauteur de gazon et puis tout d'un coup le jeu reprend, on a oublié de redescendre, on rabat d'un seul coup et là il n'y a rien de tel pour blanchir et faire disparaître les graminées en place, laissant des espaces libres à notre pâture annuelle. En ce qui concerne la tonte, on va bien sûr vous inciter à ramasser et éliminer les déchets de tonte, puisque c'est une très bonne occasion de récupérer un certain nombre de graines qui sont produites et les évacuer. Parce que si jamais je ne les élimine pas, les graines sont laissées en place et forcément à un moment ou à un autre, elles vont germer. Alors la fertilisation. La fertilisation, elle devrait également être suffisante et équilibrée. Ce petit graphique représente les besoins azotés des différentes espèces de graminées à gazon. Donc ici, vous êtes sur les fétuques rouges. Donc c'est des graminées qu'on va retrouver plutôt dans les mélanges de gazon d'agrément. On trouve beaucoup dans l'aménagement paysager. Ici, on a les besoins alors ici, c'est le pâturin commun, mais ici, c'est le pâturin annuel. Et puis, ici, ce sont les besoins en fétuque élevé, en raigrain anglais, et puis également en agrostis stolonifère. Donc on voit qu'on a des besoins azotés qui sont extrêmement importants en raigrain anglais, en fétuque élevé et agrostis. Si jamais on ne fertilise pas suffisamment, eh bien ces graminées vont disparaître. Ça arrive fréquemment dans les mélanges, par exemple, pour les paysagistes qui utilisent des mélanges à base de fétuque rouge et de raigrain anglais. Aucun engrais n'est mis sur le jardin, malheureusement, et au bout de 2-3 ans, le raigrain anglais a totalement disparu, laissant des espaces vacants. Alors, au mieux à la fétuque rouge, tant mieux, mais au pire, c'est aux graminées indésirables, dont le pâturin annuel. Alors, combien d'unités apporter par an? Eh bien, tout dépend cela va dépendre de la région dans laquelle vous vous trouvez, du type de gazon auquel on a affaire, de sa fréquence d'utilisation. Sur un gazon très extensif, on peut être à 60 à 100 unités d'azote, 20 à 40 de phosphore, 60 à 100 de potasse. Si je suis sur un gazon moyennement exigeant, type fairway, on peut être autour d'une centaine, 100 à 150, 160 unités d'azote. Si je suis sur des gazons exigeants, sollicités, fréquemment piétinés, on va pouvoir aller 170 à 250 unités d'azote. Et puis sur des gazons extrêmement exigeants, parce qu'ils sont tondus très fréquemment, parce qu'on est sur substrat hybride, parce qu'il y a un enjeu sportif, mais aussi financier, télévisuel important, on va pouvoir monter à plus de 250 unités d'azote. Sur les terrains de Ligue 1 aujourd'hui, il est fréquent de voir des plants de fumure autour de 400, 500, 600 unités d'azote, voire même dans certains cas supérieurs à cela. Alors l'irrigation, quand on veut, c'est aussi un autre levier d'action pour réduire la propagation du pâture annuel et qui est particulièrement important. Donc quelques chiffres. Nos graminées à gazon désirées, type sur sol sportif, raigrain anglais, pâturin des prés par exemple, ont des besoins on va dire dans la moitié nord de la France, autour de 3 à 4, ont une ETP qui est de l'ordre de 3 à 4 mm jour. Le pâture annuel, on l'a dit, il est à 10 mm jour. Vous voyez, ça peut être jusqu'à de manière 2 fois plus importante. Donc ce qu'on va vous conseiller, c'est d'espacer autant que possible les arrosages pour faire stresser ce pâture annuel. Faire en sorte que l'horizon de surface sèche, mais qu'on conserve de l'humidité en profondeur pour que nos graminées désirées puissent en profiter, mais que notre pâture annuel, lui, par contre, souffre, dépérisse et disparaisse pour laisser la place aux graminées que l'on souhaite avoir. Donc si vous voyez votre pâture annuel jaunir, c'est une bonne chose. Au contraire, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Alors, concrètement, faire des arrosages copieux sur 10 cm de profondeur, les espacer autant que possible, contrôler justement par un profil de sol à plusieurs endroits de la surface engazonnée. Et puis, ce qu'on va pouvoir également vous conseiller, c'est utiliser des mouillants de type kick pour améliorer la répartition de l'eau, tant sur un plan horizontal que sur un plan vertical.
Alors, bien évidemment, lorsqu'on veut s'inscrire dans une conversion de flore et limiter la propagation du pâture annuel, les regarnissages vont être extrêmement importants. Mais j'ai bien dit les regarnissages, pas le. Hein. Rappelez-vous, pâture annuel, 150 000 à 650 000 graines par mètre carré par an. Un regarnissage Régras anglais, c'est 10 000 graines. Un regarnissage Agrostis dolonifère, c'est 50 000 graines. Voilà. Donc, il va falloir faire des regarnissages réguliers. Sur Green, dès lors qu'on s'inscrit dans une conversion de flore, il faut à minima, à mon sens, envisager 3 regarnissages à l'année. Si c'est pour en faire un seul, vous n'aurez pas l'effet escompté. Il faut vraiment aller jusqu'à 3 regarnissages à l'année, voire même 4 dans certaines régions. Sur terrain de sport, 2 regarnissages en plein me paraissent être un peu intéressants. Et puis, en complément, on fera dès que possible des regarnissages en localisé sur les zones d'usure. Le rond central, la zone, le devant de but bien sûr, la ligne de touche, les endroits où il y a eu quelques escalopes après les matchs. Tout de suite, on évite de laisser la place vacante et on regarnit avec des graminées adaptées. Je fais une parenthèse importante sur le regarnissage de septembre, qui est, de mon point de vue, dans la lutte contre le pâture annuel, est déterminant. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que le pâture annuel a pu dépérir en période estivale. Si on a bien géré son arrosage, qu'on l'a fait stresser, ce pâture annuel, il a souffert pendant l'été. De plus, la période septembre est une période clé pour le pâture annuel pour germer. Donc c'est vraiment un moment important également pour rapporter des graminées désirées, pour aller concurrencer ce pâture annuel. Hein, donc pensez bien à ce regarnissage de septembre, de mon point de vue, il est fondamental. Alors, parmi donc les mélanges que vous pourrez employer, moi je vous en cite un qu'on commercialise chez Compo Expert, qui s'appelle le mélange Seed Régénération BS. Donc mélange regarnissage, comme son nom l'indique, hein, adapté à la fois pour les terrains de sport, mais aussi pour les départs de golf, par exemple pour les divots. C'est un mélange qui est enrichi de notre bactérie, notre Bacillus E4CDX2, et qui va donc accélérer la germination et l'installation du gazon. Vous voyez sur la photo, hein, cette photo-là a été prise à 7 jours après un semis de gazon effectué en fin août 2018, où on voit très bien le cocon protecteur que la bactérie a pu former autour du système racinaire. Voilà. Donc le gros intérêt en fait de l'associer à notre micro-organisme, c'est d'avoir une germination et une installation rapide. Donc tout de suite venir occuper l'espace et pas la laisser vacante pour le pâture annuel. Enfin, dernier levier d'action, réduire le capital grainier. Et c'est dans cette logique-là qu'on a obtenu l'autorisation de mise en marché d'une nouvelle solution qui s'appelle Atraxor, qui contient 10% de prohexadione calcium. C'est la première fois que ce principe actif apparaît en France, donc c'est une véritable innovation. Le produit a à la fois une action régulation de la croissance à 1,5 kg/hectare, mais en même temps agit sur le pâture annuel à une dose de 625 grammes par hectare. Alors comment agit-il sur le pâture annuel? Eh bien tout simplement en coupant les vivres dont a besoin la graine lorsqu'elle est en période de formation. C'est-à-dire que les réserves énergétiques vont être coupées entre la plante et la graine. Conséquence, l'embryon se forme mal et la graine est en quelque sorte rendue stérile. Ce qui fait que quand cette graine va tomber au sol, elle ne germera pas, elle ne germera plus, puisqu'elle ne trouve pas les réserves suffisantes pour que l'embryon puisse s'exprimer. Donc vous comprendrez bien que le pâture annuel n'agit pas sur le pâture en place, mais il va limiter sa propagation et sa multiplication en inhibant la formation des graines et donc en réduisant ce capital grainier, c'est-à-dire sa capacité à produire des graines. Alors, une question qu'on nous pose souvent, c'est bien beau ce que vous nous racontez, mais est-ce que vous l'avez quantifié? Alors oui, bien sûr, on l'a quantifié dans le cadre du dossier d'homologation qu'on a déposé, et les essais qu'on a pu mener nous ont donné le chiffre d'environ 40%, autour de 38% de réduction du nombre de la production de graines grâce à l'application régulière du pâture annuel en période, bien évidemment, de floraison.
hein. Dès lors que le produit agit sur la graine en cours de formation, le produit va s'appliquer lorsque le pâturage annuel fleurit. Alors, quel bénéfice environnemental on peut attribuer à cette nouvelle solution Atraxor? Donc, comme je l'ai dit, hein, l'action d'Atraxor, c'est la stérilisation des graines de pâturage annuel. Conséquence, on va réduire la capacité de multiplication de la plante, sa capacité à se propager. Cela aura un impact sur la réduction du risque fongique, puisque on va favoriser l'expression des graminées désirées qui, elles, sont moins sensibles aux maladies. On va avoir une plus grande résistance à la chaleur, au gel et au piétinement, car nos graminées désirées sont plus résistantes à ces conditions de stress. On va réduire la consommation en eau puisqu'elles ont des besoins en eau qui sont plus faibles. On va améliorer la roule de la balle et le rebond du ballon. Et enfin, on va aussi mieux valoriser les rouleaux issus des gazonnières pour le gazon de plaquage. Alors Sylvain nous pose une question, est-il intéressant de faire une première application dès à présent? Alors Sylvain, j'ai envie de vous dire oui, dès à présent c'est intéressant puisque vous nous avez dit que le pâturage annuel commence dès maintenant à fleurir. Donc dès à présent, il est intéressant d'appliquer pour tout de suite réduire le capital grainier de ce pâturage annuel. Alors, pour terminer ce webinaire, je souhaitais également donc vous présenter des programmes pluriannuels pour limiter le pâturage annuel sur nos surfaces engazonnées. J'ai pris deux exemples, les terrains de sport et les greens. Ce sont des exemples, donc ils méritent bien sûr d'être affinés, personnalisés en fonction de vos conditions locales. Et pour cela, on est bien sûr à votre disposition pour échanger avec vous, au travers de nos 8 ingénieurs techniques sur le terrain qui peuvent venir bien évidemment vous rencontrer et évaluer avec vous le meilleur programme adapté à votre surface engazonnée. Alors tout d'abord, donc de quoi s'agit-il? Alors on va avoir plusieurs opérations, on va retrouver nos applications d'Atraxor. Donc là, on va recommander 4 applications d'Atraxor dans l'année à 625 grammes. Alors j'ai mis avril, mai, juin, on évitera la période estivale, juillet, août, et puis on fera une quatrième application en septembre. Alors ces périodes d'application, on les adaptera en fonction de la période de floraison du pâturage annuel. Donc par exemple, comme dans le cas de Sylvain qui se situe dans le sud de la France, eh bien probablement qu'on va attaquer une première application un petit peu plus tôt, puisque en étant dans le sud de la France, le pâturage annuel fleurit plus tôt chez lui. Alors, ensuite, la fertilisation, hein, donc là j'ai cité par exemple au mois d'avril appliquer un superfluorinide Twin Gazon VS, relancer le gazon avec un équilibre azoté. Ensuite, on travaillera plutôt avec un équilibre potassique également enrichi en bacillus au mois de juin. Et puis on retrouvera au mois de septembre notre équilibre azoté. J'oublie bien évidemment pas le dernier rapport qui peut avoir lieu en fin d'année, au mois de novembre, au mois de décembre. Mais là, on a essayé surtout de se focaliser sur la période principale de floraison du pâturage annuel. En ce qui concerne les semis de regarnissage, dès le mois d'avril-mai, j'ai même envie de dire, on peut même commencer en mars si les températures sont clémentes. Des regarnissages localisés avec donc notre mélange Seed Régénération BS. Pourquoi pas en le mélangeant avec un support de culture. Chez Compo Expert, on a un produit qui s'appelle Agrosol, qui est particulièrement adapté pour cela. Au mois de juin, notre semis en plein sur l'ensemble de la surface engazonnée. Au mois de septembre, comme je l'ai dit, période clé pour le regarnissage, pour limiter le pâturage annuel, on en fait un deuxième ici. Et puis au mois d'octobre, tant que les températures sont encore clémentes, bien sûr, je continue mes regarnissages localisés sur les zones d'usure. Mes opérations d'aération, hein, donc j'aurai mes opérations à loucher, bien sûr, sur le printemps. Au mois de juin, à l'intersaison, une opération de décompactage, de défeutrage. Pourquoi pas le passage également de la RC Trille. Des sablages réguliers, hein, pour maintenir une surface dure et aller diluer la matière organique en surface si tant est qu'elle est en quantité trop importante sur l'horizon de surface. Et puis, bien sûr, évidemment, nos tontes fréquentes, régulières
adapté avec en récupérant bien en éliminant bien les déchets de tonte pour évacuer aussi un certain nombre de graines qu'on aurait pu récupérer lors de la tonte. Exemple sur les greens de golf. Alors, donc le programme, voilà, il y a des choses assez communes avec les terrains de sport, mais avec quelques spécificités. Les 4 passages d'Atraxor. Attendez, je vais juste essayer une petite chose. Voilà, ça ne change pas grand-chose dans ma projection. Donc, nos 4 applications d'Atraxor à 625 grammes. On retrouve donc la fertilisation. Donc là, moi, j'ai mis un Floranit Twin Racine au mois de mars, parce que souvent, au mois de mars, on fait la première aération de printemps. Donc, il est intéressant d'aller appliquer Floranit Twin Racine pour essayer d'inciter les racines à aller plonger dans les puits d'aération qu'on aura pu créer. Ensuite, sur les graines de golf, on a généralement des applications d'engrais assez fréquents, réguliers, à des doses qui sont très faibles, soit sous forme granulée, soit sous forme liquide. Donc là, je vous renvoie à un programme de fertilisation adapté que vous avez pu voir avec votre technicien. Au minimum, 3 regarnissages dans l'année, voire même un 4e, hein, si jamais vous pouvez vous le permettre. Mais 3 me paraît vraiment le strict minimum. On va retrouver alors l'application de différents produits avec une action biostimulante. Alors j'ai cité la grosylalgine qui s'applique à l'aération. Ensuite, des applications répétées de Vitanica RZ à chaque regarnissage. C'est-à-dire que vous faites votre regarnissage et sur la graine, immédiatement après, vous appliquez immédiatement derrière le regarnissage, vous appliquez en pulvérisation Vitanica RZ. Le gros avantage de Vitanica RZ, ce sont des algues avec du Bacillus R6 CDX. Et donc, on va à nouveau stimuler la germination et favoriser l'installation rapide de la grosse tige. Voilà. L'idée, c'est de gagner du temps sur son installation. Voilà. Donc, le regarnissage, juste derrière l'application de Vitanica RZ. Des arrosages espacés autant que possible sur green de golf, je sais que ce n'est pas évident. Des aérations régulières entre des aérations à loucher, des verticuts. Alors, j'ai mis plutôt profond lorsqu'on peut se permettre, c'est-à-dire lorsque le green va être en croissance relativement active, qui va se régénérer. Par contre, plutôt superficiel à des périodes qui peuvent être un petit peu plus stressantes. Évidemment, la période, on va dire, avant l'été. Avant l'été parce que pour pas trop stresser le gazon, et puis pas trop tard en saison pour pas trop perdre également en densité. Alors Vincent nous fait un commentaire, je l'en remercie. Donc c'est un utilisateur de Vitanica RZ, très content. Par contre, il vous fait une remarque qui a tout son sens puisqu'il dit être vigilant sur la grosseur des bus pour le passage du produit. Effectivement, et là je vous renvoie à la notice d'utilisation de Vitanica RZ parce que, comme je vous l'ai dit, on a du micro-organisme dedans, on a des bactéries sous forme de spores. Il serait quand même dommage que les spores soient retenus par les filtres présents au niveau des buses. Donc voilà, donc allez voir la fiche technique, on a toutes les informations, on donne des informations sur la taille des filtres nécessaires pour être sûr que les spores vont bien passer à travers les buses du pulvérisateur. Alors enlever les buses, effectivement, c'est encore mieux. Moi, je me permettais pas d'aller jusque là. Les top dressing très réguliers. Et puis bien sûr la tonte régulière, mais enfin ça j'ai envie de dire, c'est classique sur green de golf. Quand vous le pouvez, rehaussez un petit peu votre hauteur de tonte sur green. Hein, on a toujours tendance à essayer d'aller très bas, très court, parce qu'on veut améliorer la roule. Il faut quand même avoir en tête que plus je tends court, plus je favorise le pâture annuel et la levée de dormance de graines qui sont éventuellement présentes dans le sol. Alors, en guise de conclusion, limiter le pâture annuel s'inscrit dans une logique d'amélioration d'empreinte environnementale des gazons. D'une part, améliorer l'aspect esthétique et homogène des gazons, améliorer le comportement au stress hydrique, à la chaleur, au stress, réduire la consommation en eau, hein, on a vu des chiffres, 2 à 5 000 m3 à l'année, améliorer l'état sanitaire du gazon, c'est un point essentiel, en réduisant le risque pathogène et donc l'emploi de produits phytopharmaceutiques. La conversion de fluor s'inscrit donc pleinement dans une gestion moderne, durable, intégrée et raisonnée de nos surfaces engazonnées. Mais vous l'aurez compris aussi, cette conversion de fluor, du fait de la très forte capacité du pâture annuel
à se multiplier et se développer, ne peut qu'être un programme pluriannuel en essayant d'actionner l'ensemble des leviers qu'on a à disposition, et c'est la complémentarité de ces leviers qui nous permettront de réduire le pâture annuel et le remplacer par les graminées que l'on souhaite avoir sur ces surfaces engazonnées. J'en ai terminé avec ce webinaire. Je vous remercie de votre écoute et de votre participation. Un petit clin d'œil pour nos réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé pour nous suivre au quotidien, on est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook, on a également notre chaîne YouTube sur laquelle on fait paraître régulièrement des vidéos. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous recevrez systématiquement une alerte lorsqu'on met en vidéo, on met une vidéo en ligne. Et puis sur nos comptes Facebook, vous serez informé de toute l'actualité de Compo Expert. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis à votre disposition pour y répondre. Voilà. Même si on a déjà un petit peu commencé pendant le webinaire. Eh bien, Vincent, je te remercie à mon tour. Et c'est aussi très sympathique. Alors, Vincent, donc on se connaît très bien, hein, puisque Vincent travaille à la ville de Tours et est également formateur. Est également formateur sur les surfaces engazonnées. Donc voilà, et Vincent est un participant régulier à nos différents webinaires, et c'est très appréciable de pouvoir échanger pendant le webinaire. C'est toujours, je pense, plus intéressant pour tout le monde. Eh bien, merci également à vous, Sylvain, d'avoir participé à ce webinaire. Alors, donc, j'en profite pour vous préciser que si vous souhaitez revoir le webinaire, il est tout à fait visible en replay. Donc, vous pouvez le revoir voilà, tranquillement, à tête reposée, quand bon vous semble. Et d'autre part également, si vous êtes intéressé par le support de cette présentation, on est tout à fait ouvert pour le partager avec vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit vous contactez ma collègue Cécile Ribanelli. J'ai également vous écrire mon adresse mail si jamais vous êtes intéressé. Comme ça, vous pouvez m'envoyer un petit mail, même si vous avez une question voilà, sur laquelle vous voulez qu'on échange. J'écris comme ça, ce sera plus simple, hein, stéphane.grolo@compo-expert.com. Normalement, elle doit s'afficher désormais. Alors Vincent nous pose la question, alors est-ce que j'ai loupé une question j'ai cru voir quelque chose de Thierry. Ah ben merci aussi Thierry d'avoir participé. Vincent, as-tu le thème du prochain sujet? Alors le prochain sujet sera probablement les biostimulants sur les surfaces engazonnées sportives, et il est prévu, si je ne dis pas de bêtises, pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Alors, question de Thierry, est-ce que le produit Atraxor agit sur les graines en dormance? La réponse est non. Le Atraxor n'agit pas sur les graines en dormance, il agit sur la graine lorsqu'elle est en cours de formation dans l'épi, et uniquement dans l'épi. Voilà. Alors, d'ailleurs, un autre petit conseil que je peux vous apporter dans l'utilisation d'Atraxor, lorsque vous faites un regarnissage, je vous conseille d'utiliser Atraxor à un jour ou deux, comme vous souhaitez, avant votre regarnissage. Vous appliquez Atraxor, cette fois à dose pleine, à 1,5 kg/hectare. Comme ça, vous allez avoir l'effet régulation de la croissance. Comme ça, votre gazon en place va moins pousser, et votre semis de regarnissage pourra plus en profiter pour pouvoir s'exprimer. Il ne sera pas étouffé, moins asphyxié par le gazon en place. Voilà. Et comme Atraxor n'agit absolument pas sur la graine, il agit uniquement sur les parties, il est uniquement absorbé par les parties vertes de la plante. Eh bien, vous pouvez appliquer Atraxor à J-1 ou J-2, comme vous le souhaitez, par rapport à votre date de semis. Voilà. Donc, vous faites votre semis le mercredi, vous pouvez appliquer Atraxor le mardi. J'espère avoir répondu à la question de Thierry.
Alors ce que je peux préciser, c'est que Atraxor se présente sous forme de granulés dispersables. Hein, donc ça veut dire que c'est une formulation sèche, donc très facile d'emploi, qu'on met dans le pulvérisateur, qui va se diluer quasiment instantanément, et ensuite on applique en pulvérisation. Eh bien, si il n'y a plus de questions, on va clôturer ce 4e webinaire Compo Expert. Alors, pour ceux qui sont en ligne, je rappelle encore les webinaires qu'on a pu organiser. On en a fait deux l'année dernière en guise de test pour voir si c'était une solution qui pouvait vous intéresser, pour échanger avec vous. On avait eu un premier webinaire sur l'entretien des gazons d'agrément, particulièrement à destination des paysagistes, mais aussi voilà, de tout type de professionnel du gazon dès lors qu'il a un gazon d'agrément à refaire. On a fait un deuxième webinaire au mois de juin 2019 qui était sur les maladies des gazons. On a passé en revue l'ensemble des maladies des gazons, avantages, conditions d'expression, conditions favorables et méthodes de lutte. Comme ces deux webinaires avaient plutôt bien fonctionné, on a décidé donc de poursuivre dans cette voie en 2020. Et donc on a organisé un premier webinaire, c'était donc le mois dernier sur l'analyse de sol, avec un très très beau succès. Et puis donc aujourd'hui sur le pâture annuel avec un beau succès également. Et puis donc comme je l'ai précisé à Vincent, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain avec un webinaire qui sera consacré aux biostimulants sur surface engazonnée en particulier. Donc comme d'habitude, vous recevrez soit un mail de ma collègue Cécile Rebanelli pour pouvoir vous inscrire. Vous pourrez également les recevoir par vos techniciens régionaux de chez Compo Expert. Vous pourrez également recevoir l'information de nos distributeurs régionaux. Je sais et je vois que certains ont participé et sont encore en ligne, n'est-ce pas Jean-Luc? Donc voilà, vous recevrez cette information comme cela, vous pouvez vous inscrire, même si vous n'êtes pas disponible à l'horaire à laquelle on fera le webinaire, vous aurez toujours le loisir de le revoir en replay ensuite. C'est le gros avantage du système. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin d'après-midi. Merci encore d'avoir participé à ce 4e webinaire Compo Expert, et donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le webinaire Biostimulant.